Ouais, mais tu vas vouloir que je te raconte ce qui s'est passé. C'est un piège cette question. Tu peux raconter sans raconter. Salut Comédia, c'est Hakim Omiri et aujourd'hui on va parler de ce qui me fait rire. Ta vanne préférée de tous les temps, que t'aurais sorti genre ta mère. En vrai, ce qui me bute, c'est des moments de vie ratés. C'est genre ma mère qui veut m'engueuler et qui bafouille. Là, tu n'as pas le droit de rire parce que tu te fais engueuler, mais elle a raté sa prononciation. Donc tu vois, c'est ce genre de moment qui me fait vraiment mourir de rire et qui, une fois qu'elle est redescendue, tu peux te dire t'as dit de la merde à ce moment-là, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'aime. T'as un exemple de ta mère qui se... Bah, elle voulait me dire Hakim, c'est non. Et elle m'a dit c'est Nix. Ce qui n'a rien à voir. Je sais même pas comment elle a fait pour bafouiller, pour se tromper, quoi. Non et Nix, il n'y a rien en commun, quoi. Ouais, non. Et elle a dit c'est Nix. Il y avait ma tante, il y avait moi. Et on était morts, en fait. Et plus on était morts, plus elle était énervée parce qu'on on se foutait de sa gueule. Donc voilà, ça, c'est un moment qui restera dans ma tête. La vanne dont on te parle souvent. Bah, une vanne, non, mais on me parle souvent de la chronique que j'ai faite. Il y en a deux. Il y a la chronique que j'ai faite chez France Inter, la seule et unique chronique que j'ai faite chez France Inter où j'ai défendu Guillaume Meurice au moment où il a été interdit d'antenne. Et la deuxième dont on me parle beaucoup, c'est celle que j'ai faite sur Arthur chez Nova, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie de lui, une compilation de lui, où il agressait sexuellement des candidates de son émission Apprendre ou à laisser. Moi, j'ai fait une chronique sur ça et apparemment, ça a fait du bien à plein de gens. Je ne pensais pas, avec ce sujet-là, qu'il y aurait tant de répercussions, quoi. Ta vanne qui marche pas mais que tu gardes quand même. Il y a une vanne que je fais en référence dans mon spectacle à Minus et Cortex. Ouais, tu vois, c'est un cartoon que apparemment tout le monde n'a pas vu, alors que moi, dans ma tête, mais tout le monde regardait Minus et Cortex. Et tu vois, dans le générique, il disait qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Cortex? Tenter de conquérir le monde. Et pour moi, je pensais que c'était une rêve que tout le monde avait. Et en fait, quand je fais référence à Tenter de conquérir le monde de Minus et Cortex, il y a un quart de la salle qui rit et l'autre partie qui passe à côté. Et des fois, je me dis, wow, je le fais quand même. Le type d'humour qui te fait rire. J'aime bien l'humour absurde parce que j'écris tellement, je suis tellement dedans que aujourd'hui, la plupart du temps, quand des humoristes font une prémisse de leur blague, je vois la chute venir. Je dis ah ok, voilà. Et c'est très 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 rare que je me fasse surprendre. Il faut vraiment qu'il y ait un angle qui soit pas évident à voir venir pour que je me fasse surprendre. Donc l'humour absurde, c'est un humour qui me plaît parce que il y a entre guillemets pas de logique, même s'il y a une logique dans leur construction, etc. Mais il n'y a pas une logique que je peux préétablir ou deviner à l'avance. Et donc, c'est un des rares humours qui arrive encore à me cueillir. Et le type d'humour qui te fait pas du tout rire. Les blagues sur les clichés, les blagues racistes où on se dit ah, on rigole, etc. Non, ça me fait pas rire du tout. J'ai tout de suite un peu de distance avec ce sur quoi on rigole. Et si on rigole d'une personne faible, d'une personne démunie, etc., ou d'une minorité, je le vois et en fait, ça m'embête plus que ça me fait rire. Une vanne que t'as faite une fois et que t'as regretté instantanément. Alors, je suis plutôt le genre à dire des trucs premier degré et réaliser que c'était pas le moment où il fallait le dire, ça c'est mon truc. Mais des blagues en général, non, je fais plutôt attention à ce que je dis, quoi. La blague d'un autre que t'as le seum de pas avoir trouvé. Hmm. Ça arrive souvent ça, non? Ouais, ça arrive souvent. Non, je dirais ouais, Dave Chappelle quand il parle des armes et qui dit en fait ce qu'il faut interdire, c'est pas les armes, il faut réguler les balles. Il faudrait faire des balles à 5 000 $. Comme ça, il y aurait plus de balles perdues si une balle valait 5 000 $. Et si quelqu'un se prend une rafale, tu dois dire waouh, il a dû vraiment le mériter, quoi, parce que ça coûte cher, quoi. Est-ce qu'il y a une blague que t'as toujours rêvé de faire mais que t'oserais pas? Tu regardes ce que je fais, je pense que tu captes tout de suite que j'ose. Donc, non, en général, les blagues que j'ai envie de dire, je les dis. Si je le dis pas, c'est que je me dis c'est pas bien construit, ou le message peut être mal interprété, ou je peux blesser les mauvaises personnes, et ça m'intéresse pas. Mais globalement, je sais ce que je dis. Donc, non, j'ai pas trop de regrets. Le truc qui te fait le plus marrer avec tes potes. Quand tu te retrouves avec tes potes, tu rigoles de quoi? En général, on se fout plutôt de nos travers, de nos défauts. C'est notre manière à nous de nous dire faut peut-être que tu changes ça, tu vois. On est vraiment une bande de potes où on va dire qu'il faut être solide. Si t'es fragile mentalement, tu tiens pas dans notre groupe. Parce que là où tu vas avoir une faiblesse, on va dire ah t'as vu, et on appuie dessus. Et voilà, donc on est un groupe de potes qui boxent. Donc tu vois, à la boxe en général, pour faire progresser l'autre, tu vas mettre des coups là où il n'a pas sa garde.
pour lui dire tiens, t'as vu, il faut que tu te protèges là. Et ben on a un peu cette mentalité dans le groupe et c'est pas fait pour tout le monde. T'as des potes pas humoristes qui sont drôles? J'ai des potes pas humoristes qui sont drôles. Ouais. J'ai des potes pas humoristes où je me dis putain, ils sont plus drôles que moi. Sauf que s'ils montaient sur scène, ils se décomposeraient. C'est vraiment un autre métier. Ouais. Ton rapport à l'impro, tu fais pas trop d'impro toi déjà? J'en fais s'il se passe quelque chose dans la salle. En fait, je vais pas aller chercher l'impro. Il y a beaucoup d'artistes qui vont chercher de l'impro parce qu'ils se disent grâce à ça, je vais pouvoir alimenter mes réseaux sociaux et montrer des moments dans ma salle et rappeler que je suis sur scène, etc. Je sais faire de l'impro, j'en ai fait longtemps, mais ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que à force d'en faire, je me suis rendu compte en rentrant chez moi le soir que ok, j'ai fait rire la salle, c'était efficace et tout, sauf que j'ai pas avancé d'une ligne sur mon spectacle. Et en vrai, moi ce que j'ai envie, c'est d'avoir le meilleur spectacle possible et donc c'est le spectacle que j'ai envie de bosser et donc le texte. Donc je travaille mon texte. Et puis comme j'ai assez d'éléments à mettre sur les réseaux sociaux parce que j'écris beaucoup et en plus je suis pas tout seul avec la riposte, etc. J'ai assez de contenu à publier pour montrer que je suis marrant. Donc j'ai pas besoin de montrer les impros que je peux avoir. Et puis les gens, j'ai aussi envie qu'ils passent un bon moment. J'ai pas envie qu'ils passent 1h15, 1h30 dans la salle à se faire allumer par un artiste qui a un micro et eux qui l'ont pas. Et il y a un ascendant que j'aime pas trop, quoi. Par contre, s'il y a des gens qui, entre guillemets, cherchent la merde dans ma salle, je vais avoir du répondant. Ouais. Je vais savoir les remettre à leur place. La première vanne que t'as écrite? Je me rappelle de mon premier sketch, ouais. C'était un sketch où je disais aux gens qui étaient sur place, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez parce que vous êtes là à ma toute première scène et vous pourrez le dire dans 15 ans. Alors c'était du second degré, hein, j'étais pas en mode je me le raconte. Et en fait, j'ai écrit ce texte la veille au soir. J'ai vraiment eu l'opportunité de monter sur scène et c'était pas vraiment prévu, c'était un peu un hasard. En fait, j'ai été audacieux, j'ai dit à un gars que j'avais déjà un texte et c'était pas le cas. Et du coup, il m'a programmé. Et jusqu'au dernier moment, j'avais rien à écrire. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais écrire sur le fait que c'est ma première scène. Et donc, j'ai fait des blagues sur le fait d'être à un spectacle en première partie avec un premier texte et que j'ai jamais fait de théâtre. Et ça s'est très bien passé. Et du coup, ça m'a permis de venir rejouer sur ce lieu. Et voilà, à chaque nouveau passage, j'écrivais un nouveau texte parce que j'avais pas compris comment ça fonctionnait. Comment ça fonctionnait L'humour. Ouais, Ouais, moi j'écrivais un nouveau passage à chaque fois que je montais sur scène, quoi. Et au bout d'un moment, il m'a dit mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. Il faut que tu peaufines des textes. La moitié est passée, tu le gardes, et l'autre moitié qui est pas passée, tu le jettes ou tu le retravailles. Mais au bout d'un moment, c'est comme ça que t'avances, quoi. Justement, c'est quoi la genèse de l'écriture d'une blague pour toi? Ça dépend sur quoi j'écris. Si j'écris sur mon spectacle, je vais partir de qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message, et ensuite comment je le rends drôle. Si je parle de la riposte, je vais regarder l'actualité, je vais faire un tri dans ce qui m'énerve le plus dans l'actualité, ce qui me semble le plus essentiel, le plus important, même s'il y a énormément de choses qui passent. Et je vais trouver le moyen de rendre cette information drôle à ce moment-là ou de révéler l'absurdité de cette information à ce moment-là. Et puis ensuite, c'est un équilibre dans l'émission entre ce qui est très important à dire et des sujets un peu plus légers parce que sinon, c'est trop lourd de se bouffer 1 heure d'informations horribles dans la gueule. Une blague où tu t'es rendu compte que quelqu'un l'avait déjà faite? Dans l'autre sens que c'est souvent arrivé. Si, ouais, c'est différent. Mais en gros, quand je commençais à écrire, j'avais plein de bloc-notes. Un jour, j'ai vu un spectacle de Gad Elmaleh à la télé avec mes parents et j'ai vraiment vu une blague que j'avais écrite 1 an ou 2 avant. Mais bon, on se connaissait pas, on fréquentait pas les mêmes plateaux, enfin voilà, tu vois. Donc à aucun moment je me suis dit ah il m'a volé ma blague. C'est juste que il y a certaines blagues qui sont dans l'air du temps et qui arrivent dans certains esprits en même temps ou après. Mais quand c'est Gad Elmaleh qui le fait à la télé, tu peux bah la blague elle est morte en fait, tu peux pas la faire après, quoi. Je parlais d'un pote et je disais il fait des fautes d'orthographe même à l'oral. Ah oui. Et bah Gad l'a fait et je me suis dit ouais bon bah on jette. Mais en même temps je me suis dit vraiment je commençais à ce moment-là et je me suis dit ok si je peux faire des blagues que Gad fait à ce moment-là je me dis bon bah je peux écrire quelques bonnes blagues. Je dis pas que c'était la meilleure de Gad, ni la meilleure que j'ai eue, mais le fait qu'il ait eu la même idée que moi, je me suis dit ok, c'est possible, c'est bon signe. Il y a des humoristes qui ont arrêté, qui font plus de spectacles, qui en font moins. Est-ce qu'il y en a un que tu as envie de revoir? C'est compliqué parce que en vrai, il y a des spectacles qui fonctionnent parce qu'ils étaient au top de leur époque. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est des classiques, mais il y a un côté d'affect dedans. Si un humoriste sortait ce spectacle aujourd'hui, ce serait plus est-ce que j'aurais aimé découvrir un spectacle au moment où il est sorti et être dans la salle? Ça oui, il y a des spectacles où j'aurais bien aimé être là et voir
l'ambiance et la ferveur qu'il pouvait y avoir autour de ça. Là, par exemple, ce serait un spectacle de Eddie Murphy ou un spectacle de Dan Cook, Vicious Circle de Dan Cook. J'aurais bien aimé être dans la salle qui était immense à ce moment-là, parce que je me rappelle que ce spectacle, quand je le découvre, je réalise que putain, il y a des humoristes qui peuvent faire des salles immenses. En France, on n'avait jamais vu ça, nous on jouait dans des théâtres, etc. Et je me dis, ok, c'est complètement un autre level aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, je pense que si tu revois ce spectacle, il est bien, mais il est peut-être pas aussi incroyable que moi il m'a giflé quand je l'ai vu, je sais pas, c'était peut-être en 2006 ou un truc dans le genre, 2007, je sais plus, par là quoi. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? C'est pas forcément mon dernier fou rire. Ouais, mais tu vas vouloir que je te raconte ce qui s'est passé. C'est un piège cette question. Tu peux raconter sans raconter. J'ai un fou rire qui me vient en tête avec Jérémy Nadeau. On était partis jouer ensemble et on dormait à l'hôtel. Et on va dire que la nuit, il y a eu un bruit impromptu pendant qu'on était censé dormir. Et en fait, aucun de nous deux dormait. Et voilà, ça a été un fou rire voilà, c'est la première blague du monde, quoi. Oui. Ok, ça, c'était un fou rire. Parce qu'après, on s'est terminés tous les deux avec des vannes. Et je veux pas le raconter, c'est notre moment. Mais lui, s'il voit ça, je pense qu'il va rigoler, quoi. Ok.